Bonjour, bienvenue sur le plateau de Campagne TV en direct du Salon international de l'agriculture pour ce nouveau numéro de Cap sur la pêche française. Permettez-moi de vous présenter notre invité, José Jounot. Bonjour. Bonjour, bonjour à tous. Alors, vous êtes président du comité régional des pêches Pays de Loire et vous-même pêcheur du côté de la Baule, c'est ça? Des Sables d'Olonne. Des Sables d'Olonne. Oh là là là. C'est la région Pays de Loire. La première gaffe de la matinée. Eh bien, on va tout de suite aller faire un petit tour dans votre région pour voir ce qu'on y pêche, et notamment la pêche au coquillage. Sur le littoral atlantique, la coque se ramasse de septembre à avril, lors des grandes marées. Pendant cette période, l'activité est réglementée en fonction de l'état sanitaire, mais aussi de l'abondance de la ressource. Les affaires maritimes fixent les arrêtés d'ouverture et de fermeture en fonction des relevés effectués par les comités régionaux des pêches. On a une quarantaine de points sur tout le gisement pour évaluer la ressource. Donc sur chaque point, en fait, on prélève des coques sur un quart de mètre carré. Et après, avec l'ensemble des points, on arrive à avoir une idée de ce qu'il y a sur le gisement en termes d'abondance et de poids de coques. Avec l'aide de l'Ifremer, le comité régional des pêches a tiré les coordonnées GPS des points pour avoir un échantillonnage aléatoire. Arrivée sur le premier point, Marie pose son quart de mètre carré et va recenser la population des coques qu'elle trouve à l'intérieur. L'important, c'est de vraiment être le plus exhaustif possible, c'est-à-dire d'essayer de pêcher tout ce qu'il y a dans le quart de mètre carré, quelle que soit la taille. Là, on voit bien qu'on n'a pas de coque de taille commerciale, enfin de taille légale, pardon. On n'a que des petites. Alors les petites, c'est important, c'est le potentiel futur de pêche. Après, on multiplie par 4, on a un mètre carré et on peut avoir du coup la densité. Et en ayant la surface totale du gisement, on peut estimer la biomasse. Chaque prélèvement est identifié puis mesuré et pesé. Il faut 2 jours pour relever 40 points. Donc après, quand on a une idée de ce qu'il y a sur le gisement, on sait s'il y a beaucoup à pêcher ou pas beaucoup, quelle est la taille moyenne, est-ce que les coques ont suffisamment poussé aussi pour pouvoir ouvrir à la pêche. Là, les petites, donc nées de l'année dernière, elles sont plutôt à 19. En fait, il n'y a que la moitié de la biomasse totale estimée qui est allouée à la pêche à pied. Il y a un quota par pêcheur et par jour. L'année dernière, comme on avait une biomasse assez faible, il était seulement de 60 kg par jour et par pêcheur. Mais il peut atteindre 120 kg par jour et par pêcheur les bonnes années. Les résultats sont analysés avec l'Ifremer. Ensuite, scientifiques, professionnels de la pêche et administration se concertent pour définir les quotas de pêche. Alors José Jounot, on le voit, hein, votre région, on doit partager le territoire entre les touristes, entre les pêcheurs, les professionnels. On va en reparler dans un instant, mais là on a vu les coques. Faites-nous rêver. Qu'est-ce qu'il y a d'autre dans les filets des pêcheurs des Pays de Loire? Eh ben, j'aurais tendance à dire il y a tout. Oh, vous avez de la chance? Oui, on a de la chance, oui. On a tout ce que le golfe de Gascogne peut nous offrir en richesse halieutique. Qu'est-ce que c'est la région Pays de Loire? C'est 1500 pêcheurs embarqués, 500 pêcheurs à pied, 400 entreprises de pêche, 95 millions d'euros de chiffre d'affaires, 6 ports principaux, 6 ports à la marée, la Turballe, le Croisic, l'Île-Dieu, l'Herbaudière, les Sables d'Olonne et Saint-Gilles-Croix-de-Vie. Et un particularisme, on est une région avec 2 départements bien sûr, mais surtout 2 îles, qui, je vous l'assure, apportent énormément de souplesse, mais énormément de, comment dirais-je, de manière de voir et de conviction, parce que être un Ilien aujourd'hui, c'est pas un 20 mots, quoi. Alors, vous n'avez pas totalement répondu à ma question. Plus précisément, on trouve quoi? 87 espèces débarquées dans nos cycriers. Ça part du bar, de la sole, le tourteau, le crabe, la coquille Saint-Jacques, la palourde, etc. Je vous assure, on a vraiment un panel énorme de tout ce qu'on peut proposer aujourd'hui sur les étals. Alors, on l'a vu dans le reportage, vous devez partager l'espace parce que vous êtes dans une région aussi éminemment touristique. Comment ça se passe, la cohabitation entre les pêcheurs, les ramasseurs de coquillages du dimanche et les professionnels? Alors ça passe par énormément de concertation. Je pense que l'exemple de la plage de la Baule est un très bon exemple. On a vu Marie Foucard là, en train de faire
ces relèvements de gisements de manière à définir la biomasse, de manière à définir un quota. Les pêcheurs plaisanciers peuvent en profiter aussi. C'est-à-dire que pour nos élus littoraux, c'est quand même sympathique de savoir qu'il y a des gens qui surveillent un petit peu la ressource halieutique, de manière à ce que les uns et les autres puissent profiter justement de cette activité, soit à un niveau ludique, soit à un niveau, professionnel. Alors on parlait dans le reportage de quotas. Les quotas, on les connaît pour les professionnels, pour les pêcheurs comme vous, mais pour le grand public, pour les ramasseurs de coquillages du dimanche, il y a les quotas aussi? Il y a des quotas, bien sûr. Ces quotas sont définis, on a la chance, ça ne passe pas par la Commission européenne. C'est-à-dire c'est défini justement au travers des différents comités sur des estimations de cette biomasse. Il y a certaines pêcheries dans d'autres endroits où on n'ouvre pas parce qu'on estime que cette biomasse est justement plus ou moins en péril. Donc d'un commun accord, soit on diminue ces quotas, soit on ferme carrément les pêcheries. Et alors comment ça se passe? Il y a des panneaux qui indiquent attention, pêche interdite. Il y a des vous panneaux. Le faites savoir comment? Oui, il y a des panneaux, mais il y a énormément de concertation avec toutes les associations de pêcheurs plaisanciers. Bon, on est là pour partager l'espace, on n'est pas là non plus pour se faire la guerre. On profite d'un magnifique lieu. La plage de la Baule, c'est quand même quelque chose. C'est beau. Il n'y a pas que la plage de la Baule. Sulgois, par exemple, à l'île-Dieu, qui va être classé au patrimoine mondial de l'humanité. Pouvoir pêcher, le papy qui amène ses petits-enfants en période de vacances, qui peut côtoyer des pêcheurs professionnels qui sont là pour en travailler, on a tout intérêt de bien s'entendre. Et il y a des contrôles? Il y a des contrôles, on a carte garde juré. La mission du garde juré est en train d'évoluer parce que, bon, de la répression à tout poil. Garde juré, rien que l'appellation, c'est un nom un petit peu rétro. Ça fait garde champêtre, c'est sympathique. Ça fait un peu garde champêtre, oui. Ouais. Bon, bah, c'est vrai que pendant un moment, ils avaient pour mission, justement, parce que c'est une pêcherie, la pêche à pied professionnelle, qui cherche à s'encadrer. C'est une activité relativement récente, elle a 10 ans à peu près. Donc, à la demande des professionnels, ils ont demandé d'avoir justement cet encadrement. Donc, ça a passé par un système répressif avec de PV, etc., de manière à faire respecter les normes en vigueur, etc., les tailles. Mais aujourd'hui, on essaye plutôt de les orienter sur un rôle pédagogique, quoi. C'est-à-dire que bon, la maturité sexuelle de la palourde, ça va faire fantasmer beaucoup de gens, mais c'est 4 cm. En dessous, elle ne reproduit pas. D'où l'intérêt de dire aux gens, évitez de pêcher en dessous de 4 cm, sinon il n'y aura pas de petits bébés, quoi. Et alors, le garde juré a son pied à coulisses, comme votre collaboratrice a convoyé sur la plage? Non, on a des petits flyers, on distribue énormément de plaquettes, etc., de manière à donner les tailles. La taille de l'étrille, la taille du bigorneau, la taille de la coque. On s'aperçoit que les gens aujourd'hui ne connaissent pas vraiment qu'il y a un encadrement qui est fait par les professionnels, justement pour que cette richesse soit là demain et après-demain surtout. Vous disiez, ça passe pas par Bruxelles. Ça veut dire que quand ça passe pas par Bruxelles, ça marche bien? J'aurais tendance à dire ça marche peut-être moins mal. C'est moins compliqué toujours. Et si je suis, moi, vacancier, que je vais sur la plage de la Baule et que je ramasse plus que de raison des coquillages, qu'est-ce qui se passe? J'ai une amende? Vous pouvez avoir une amende. Et puis je pense qu'aujourd'hui où on se revendique de laisser comme héritage à nos descendants un monde meilleur, c'est du rôle de chacun. Je pense qu'il y a ce rôle un peu de conscience collective qui fait que si on peut manger, se faire plaisir avec 1 kilo de coque, à quoi bon en gaspiller 2, quoi. Parce que grosso modo, le quota pour un vacancier, c'est combien? C'est pas plus qu'il peut en manger. D'accord. Voilà. Donc c'est pas vraiment une réponse. J'allais dire c'est presque une réponse de Normand, mais là c'est une réponse de Baulois ou de... Non, c'est une réponse de bon sens. Ça sert à rien de prélever plus qu'on a besoin. J'estime que voilà, on en est là aujourd'hui. Ça peut s'étendre à beaucoup d'autres activités, quoi. De pêche, de chasse, de cueillette d'ailleurs. Alors, il y a la cohabitation avec les touristes et il y a aussi une autre cohabitation plus nouvelle, celle-ci entre vous, les pêcheurs et d'autres acteurs de la mer nouveaux, ce sont les installateurs d'éoliennes offshore. Alors là, ça me paraît très compliqué parce que les éoliennes offshore, je vais y arriver, par définition, sont sous la mer et vous devez cohabiter, slalomer entre les éoliennes. C'est-à-dire, ce processus, j'aurais tendance à dire, est en place depuis déjà 7-8 ans. Des zones propices ont été désignées, on est en pleine période de transition énergétique. Donc on nous a demandé, au travers de différentes rencontres avec les uns et les autres, je ne vais pas citer tous les consortiums, mais justement d'essayer d'avoir une concertation. Concertation ne veut pas dire oui à tout, mais le marin-pêcheur, le pêcheur, j'aurais tendance à dire, le mérien de demain, a toujours eu l'habitude de discuter, de dialoguer, juste à condition qu'on l'entende. Pas qu'on l'écoute, mais surtout qu'on le comprenne.
Donc c'est vrai que ça fait partie de nos missions aujourd'hui de s'intégrer dans cette démarche, justement, soit pour définir des sites, soit pour faire valoir nos activités, de manière à ce que nos activités puissent perdurer au sein même de ces futurs parcs éoliens. Et le message passe? C'est compliqué, mais je pense qu'il y a des intérêts respectifs. Je pense qu'aujourd'hui, des grosses boîtes, des gros groupes qui sont au CAC 40 n'ont pas de temps à perdre. La pêche a ce redoutable pouvoir de nuisance qui peut faire justement ralentir les choses. Et time is money, aujourd'hui, on s'aperçoit que le savoir empirique, des fois, fait beaucoup plus de force que certaines études. Oui, on a l'impression d'ailleurs que la grosse différence entre vous et les installateurs, par exemple, de ces éoliennes offshore, c'est le pas de temps. Vous, en mer, vous avez le temps. On se donne le temps. Une journée fait 24 heures, on aura beau essayer de la rallonger, de la diminuer, non. Nous, c'est plutôt les facteurs climatiques, les éléments qui nous donnent le temps de... On est un peu comme les poules, quoi. Voilà. Et là, je voudrais qu'on parle aussi des navires, parce qu'il y a régulièrement, à la une des journaux, des accidents qui arrivent. Je crois qu'aujourd'hui, de ce point de vue-là, vous êtes aussi très actif pour faire en sorte que les bateaux soient les plus sûrs possibles. Oui, c'est un gros challenge. C'est-à-dire, aujourd'hui, il faut rendre de retour la pêche attractive. Et pour la rendre attractive, il faut la rendre fiable. Il faut faire voir que c'est une activité comme n'importe quelle activité qui existe, pas plus accidentogène, à condition de respecter certaines règles. On est dans un milieu hostile, la mer est un milieu hostile. Le métier est déjà hostile par nature. On est sur des vecteurs en mouvement. Par contre, il est impératif de rendre les bateaux quand même beaucoup plus fiables qu'ils ne l'ont été. Et ça, c'est un travail de long terme? C'est un travail à très long terme. Et c'est un travail où on espère que toute la société donnera un coup de main parce que bon, c'est quand même quelque chose qui fait que les drames, on les a connus, ça fait pleurer. C'est l'histoire. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus rare, heureusement d'ailleurs. Mais si on pouvait s'en passer, honnêtement, on est preneur, quoi. Car la mer est belle finalement. Hein. La mer est magnifique, c'est un des plus beaux endroits. Même si c'est un désert, mais c'est un désert qui est tellement changeant et tellement chatoyant. Merci beaucoup José Junot de nous avoir rejoints. On vous retrouve d'ailleurs tout au long de cette journée sur le stand Pavillon France. Vous allez me faire goûter les poissons et les coquillages de votre région. Quant à moi, je vous retrouve demain sur le plateau de Campagne TV. À demain.